La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui veut vos thunes, vos sous, vos brousous, votre pognon. Bonsoir à tous. Alors je pourrais aussi vous dire bonjour, mais vu l'heure tardive en ce qui nous concerne, je crois que nous allons dire bonsoir. Je suis One A Pied et vous êtes dans le One A Club, l'émission qui va vous parler de bande dessinée. Pour cela, je suis accompagné de deux personnes talentueuses et dans une forme machiavélique. Yes, salut les gars, ça va là, ça part, Qui vient de tranquille. me tuer les oreilles, c'était Thio qui vient de vous vriller les tympans. Et celui qui est en train de ronfler qu'il n'en peut plus, c'est Isaac, qu'il pense à la demi-heure de route qu'il va avoir pour rentrer chez lui. Ouais, tout mais à moi l'heure. j'ai eu 12 cafés, force 12. Ouais. Bonsoir. C'est un peu notre vraie rentrée parce que Tizak est là. On avait dit du mal, vous vous souvenez la dernière fois. D'ailleurs, il a écouté l'émission et il est très vexé. N'est-ce pas, Tizak? Non, mais dans le doute, je frappe. Voilà. Et on reprend un peu les bonnes vieilles habitudes avec une émission, tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit rubrique crowdfunding géré par notre ami Thio. Nous aurons ensuite des chroniques. Nous allons vous parler de l'homme qui tuait Lucky Luke, Pepper et Carotte, mais on va pas trop traiter de la On va parler que de la BD. que de la BD, voilà, parce qu'on parlera de la polémique la semaine prochaine dans une splash page. Nous allons parler ensuite de Mascot Noise, de l'Attaque des Titans, de Rock'n'Stone, le tome 2, et enfin de Orphelin, le grand final sur les 2 derniers tomes. Ensuite, un petit express où on vous baladera entre le classique franco-belge, Jérôme Blache. et puis l'autre, je sais pas, parce que ça a débordé, mais bon, c'était... Je sais plus ce que c'était. Lazarus, tome- Lazarus, tome une- 4. Une BD fantastique, mais c'est Ouais, pas grave. absolument fantastique. Pour ceux qui jettent un œil aux Un articles... enculé, toi. Tiens. Ouais, j'aime pas ça. Pour ceux qui jettent un œil aux articles sur le site, sachez que désormais, j'ai fait une petite nouveauté. J'ai un peu réduit les fiches. On a oublié les qu'est-ce qu'on en fait, c'est pour qui, machin chose, parce que c'était de la merde, je pense. On s'en sortait pas top. Non, c'était pas de la merde, mais c'était pathétiquement inutile. Voilà, disons que maintenant, on vous demandera juste, on se donnera juste un petit mot de conclusion pour finir chaque chronique, pour en 2 mots, En 2 mots, clic-bloc. finir de donner notre de base. Alors, C'est fou. en 2 mots, qu'est-ce que tu en fais? Finalement, on en revient à la même chose. Non, mais c'est juste, là, c'est beaucoup plus ouvert. Vous dites ce que vous voulez, on s'en fout. Tu peux le mettre dehors maintenant. vous Alors verrez- qu'avant, tu étais obligé de le mettre dedans. Vous verrez sur les articles que maintenant on a mis des petits logos pour simplifier la lecture, donc dessinateurs, scénaristes et coloristes. Et il y a aussi le nouveau petit logo billet vert qui indique que nous avons été corrompus par un éditeur qui nous a envoyé la BD pour qu'on en dise du bien. Ce qui n'est pas forcément ce que nous allons en faire. Preuve en est cette émission. Vous On est les constaterez pires, tout nous, à on l'heure. récupère de la thune qu'on ne touche pas. Et, Ouais. et en fait, on est censé dire du bien et on dit du mal. On est le mal. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un nouveau petit logo qui est un joli cœur vert. Ce cœur vert, ça veut dire que toutes les personnes qui, autour de cette table, ont lu cette BD ont trouvé que c'était trop de la balle. Alors, entendre vous dire que les petits cœurs verts, on va pas en donner beaucoup. On a commencé avec donc Si. Oui, le truc des marins perdus. voilà, Le port des marins perdus. perdu, la C'est bien, précédente ça, émission. non Bah, je sais pas, tu l'as pas lu. Non, mais ça a l'air bien. C'est pour Ah, ça que je l'ai c'est pris. exceptionnel. Même si Voilà. ça a déjà été critiqué, chroniqué. Oui, bah dès que c'est un cœur, si t'es pas là et que tu vois qu'on a mis un cœur, tu pars avec. C'est ça, en gros. Pourquoi vert le cœur? Parce que c'est la couleur du site et que c'est du vert partout. Ah ouais, Tout ouais. simplement. Et que les cœurs verts, tu en vois beaucoup, des cœurs verts. Des cœurs verts, cœurs ouais, verts, ouais. j'en vois beaucoup. Ouais. Allez, Curly. Alors pour commencer ce online crowdfunding Comics Co, je vais vous parler d'un petit projet Tipeee que j'ai vu. Ça a l'air sympa. C'est mené par 3 gars, un barbu, un binoclard et Il y a un barbu. un barbu qui n'était pas sur le site au départ. Ça s'appelle La Voix des Bulles, qui lance en fait son Tipeee. Qu'est-ce que ça a l'air bien! Alors un Tipeee, bon, essentiellement en fait surtout au départ pour essayer de renouveler notre matos parce que le podcast, même si c'est juste que de l'audio, ça coûte un peu de caille, et aussi pour essayer d'être libre, pour avoir un vrai budget bande dessinée. Et bon, après pour d'autres choses aussi, par contre on vous a prévu du coup des petites choses sympas, c'est que plus vous donnez, plus on va pouvoir faire de choses aussi, inviter des gens, les faire venir de plus en plus loin, vous commander des illustrations, vous faire des cadeaux. Moi, j'avais proposé de faire les émissions nues.
Oui. sur un podcast, c'est vraiment essentiel. Moi, Oui. il me semblait que Alors, c'était le essentiel. truc, c'est qu'il faut qu'on dise émission nue et après l'étape, on passe en vidéo, pas dans l'autre ordre. Ah oui, non, non. Euh, Parce que si on leur fait peur déjà habillés, il y aura personne qui donnera des sous pour qu'on fasse nu. Donc du coup, vous pouvez aller sur le lien qui sera désormais sur le site de La Voix des Il y Billes. est. Il y est, voilà. Donc pour aller sur le Tipeee, notre Tipeee, et peut-être que vous soutiendrez vous aussi des VIC, quoi, comme ils font chez Apéro. On l'a lancé un peu en loose day et il y a un succès étonnant, franchement. Je on m'attendais était pas au à ça. taquet, Je quoi. m'attendais pas à ça. Donc, si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez donner un petit peu. Vous avez le droit de mettre un maximum de ce que vous donnez par mois. Hein, en gros, on prend la caille à chaque fois qu'on publie un truc. Donc, des fois... Sauf les hors-sujets, Voilà. les spéciaux qu'on fait pour les émissions de festival. Voilà. Donc, en gros, l'été, vous êtes tranquille, en théorie. Grosso modo, il y a 2 émissions par Ouais, mois. 2-3 J'ai émissions. même essayé de le refourguer à ma mère et ça n'a pas marché non plus. Non, mais s'il vous plaît, donnez-nous des sous, parce qu'on a du matériel qui fatigue. S'il vous plaît. Après un crowdfunding donc chez Sandaway, l'appel de Toulouse. Bon là, Le après, Tiens, c'est nouveau ça. ça c'est nouveau. Alors c'est donc le livre, l'appel de Toulouse en bande dessinée. L'appel, l'appel, d'ailleurs. Oui, la nouvelle en fait qui est adaptée en bande dessinée, fait donc par Sébastien Viosa, alias El Dodo. Et c'est Pourquoi moche. tu rigoles? Pourquoi Ouais, tu c'est rigoles moche. là, c'est moche. Là, On a dit pas les pseudos. Mais Doudou, c'était quand on jouait à c'était quoi Perudo. Perudo, ça, c'était à c'était Perudo. Perudo. À Perudo, quand on jouait à Perudo, Doudou. Le petit pitch, donc New York, Francis, étudiant en histoire de l'art, travaille dans une librairie occulte à Greenwich Village. Et là, il commence à se passer des choses. Je crois que tu as oublié que c'est un auteur qu'on connaît. H.P. Lovecraft Ouais. Dans l'autre, parce que c'est Sébastien Yosa, mais il y a un autre auteur. Il me semblait avoir vu Fred Vervich. Fred Vervich. Oui, un peu qu'on Au connaît pour pinceau. l'Ouest. Qu'on connaît Voilà, pour pour l'Ouest. On a donc Sébastien Viosa qui fait le scénario, enfin qui fait l'adaptation, et ensuite donc Fred Vervich au dessin. Pour 20 €, vous pouvez vous retirer avec un petit exemplaire de l'album, plus un petit dossier making-of. J'ai trouvé le graphisme pas mal, intéressant pour du Cthulhu, quoi. pour du Cthulhu. Je trouve que ça fait le dessin va bien dans l'ambiance. Le dessin de Fred Vervich va vraiment bien dans l'ambiance. Maintenant, voilà, vous faire votre cam. Moi, c'est vrai que du HP Lovecraft, souvent de suite, je suis attiré, quoi. Il réfléchit même pas. Je suis attiré. Non, mais alors, vous avez le temps, hein, c'est jusqu'au 30 septembre 2017. Ils ont un budget de 41 000 €. Pour l'instant, ils sont à 1 500. Mais- Thio fait des rêves humides en pensant au profond. Donc, Je Oula. Hein passe à la suite. Ouais. Un autre projet chez Tipeee de la voix des bulles. chez Sandaway qui s'appelle Le Chevalier Idril. Alors là, c'est un petit truc qui est un peu plus court parce que ça va que jusqu'en décembre 2016. C'est Triton Mosquito qui fait ça. Alors, moi, le pitch m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'une serveuse dans une taverne qui est fan d'un chevalier dont elle lit les histoires le soir pour se coucher. Forcément, elle dans sa taverne. Coucher. Tu sors, s'il te plaît. Non, en même temps, tu restes parce que ça te ferait trop plaisir de sortir. Tu restes là. Donc, du coup, la petite serveuse qui est à fond sur son héros mythique dont elle lit l'histoire tous les soirs avant de se coucher, finalement, elle le rencontre. Avant de se coucher. Et là, en fait, elle s'aperçoit en fait que le mec, c'est un putain de teubé, quoi. Complètement prétentieux. Attention, la menace du doigt. Ah, il dit comme ça. Désolé. J'ai le doigt sur le bouton off pour Tizak. non. Pied a fait la menace du doigt. Voilà. On va laisser planer le doute sur ce que ça peut être comme torture. Et on se garde ça pour demain. Et ça lui fait peur. Donc là aussi, pour 20 €, vous avez donc Pour se coucher. l'album en version papier. Avec un petit dossier supplémentaire chez Sandaway. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est... Excusez-moi, c'est dur avec Tizak. Mais non, c'est vraiment... Le dessin est pas transcendant, c'est pas une Von Verali, c'est assez cartoony. Moi, j'aime bien. Comme mais style, ça colle bien avec le thème Mais humoristique. ça colle bien avec un thème humoristique. Et voilà, les quelques premières pages que j'ai lues m'ont quand même bien fait sourire. Quand il y a les meufs qui sont en train de venir l'insulter la nuit pour pas qu'elle dorme, qu'elle se passe le relais. Voilà. Je pense que ça doit être bien drôle et ça peut être très sympa. Hop. Une autre découverte donc chez Ulule, L'ombre du métal, le tome 1,
Alors, quand j'ai choisi le truc, c'était pas financé. Là, c'est déjà totalement financé, donc vous pouvez y aller tranquille, quoi. L'ombre du métal, qu'est-ce que c'est ? C'est un gars qui se réveille après 200 années de sommeil cryogénique et qui s'aperçoit en fait que la ville, Paris, est entourée, on va dire, d'une grande muraille, que la plupart les machines ont pris le contrôle, on va dire, sur la Terre. Et qu'il y a 3 coquillages de merde dans les toilettes. Et c'est ça. Et donc du coup, le gars se retrouve à devoir rechercher, donc, je crois, sa fille qui est paumée, mais du coup qui a aussi été cryogénisée, mais qui est plus avec lui dans ce nouveau monde. Ça parle visiblement pas mal de science-fiction, de transhumanisme. J'ai trouvé le visuel très sympa. L'idée de départ m'a plu. Donc voilà. Moi, j'étais parti dans une petite optique de se dire que celui-là, ce serait peut-être bien baqué dans pas longtemps quand j'aurai un peu plus de... J'étais un peu plus circonspect, moi, sur le dessin. Mais... Alors, il est... Suivant les cases que tu vois, c'est inégal. Je suis d'accord avec toi. Il y en a certaines qui m'ont fait... La couve, par exemple, Ombre de métal, elle déchire. Après, il y a eu d'autres cases où j'ai fait peut-être moins. Mais je me suis dit... Mais si le scénar a l'air intéressant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Du coup, pour 25 €, vous avez l'album dédicacé, qui peut être sympa. Et enfin, toujours chez Ulule, donc notre dernier crowdfunding de ce soir, BioHard, donc c'est un tome 1. Là, il n'est pas encore financé. Il vous restera une bonne vingtaine de jours quand vous entendrez ce podcast pour essayer de baquer ça. Donc c'est un manga, un seinen, donc l'histoire 2029 surpopulation mondiale, surpopulation, donc surexploitation des ressources naturelles, donc pollution, une politique économique désastreuse, et un gars, un étudiant en microbiologie, a l'idée d'essayer en fait de réduire de manière drastique la population mondiale avec un virus. Pour essayer de résoudre le problème de la surpopulation et de la pollution. Un humaniste. Ou un visionnaire. Un pragmatique. Un pragmatique. Non mais voilà, on peut tout trouver. Moi j'ai trouvé l'idée, pareil, on est toujours un peu dans la veine zombie, entre guillemets zombie bien sûr, zombie post-apo, on va tous mourir. Ça avait l'air sympa. Ouais, j'ai trouvé le dessin encourageant, tu vois, donc ça marche bien, c'est efficace. Il y a parfois quelques petites maladresses, mais c'est le genre de truc, j'ai envie de voir où ça peut aller. Ça peut aller, voilà, parce qu'en fait, on peut, sur le site, vous avez un lien pour aller voir les 20 premières planches. Les 20 premières planches, voilà, et du coup, on peut lire quasiment tout le premier chapitre. Et du coup, ce qui est bon signe, c'est que je suis arrivé à la fin de cette lecture et j'ai fait, attends, c'est où qu'il faut que je clique pour la suite ? Elle y était pas. Elle y était pas. Et là, j'ai fait, c'est que c'est pas mal, finalement, ça me tente. Du coup, il me semble, blablabla, j'en étais, je l'ai plus. Il n'est pas de la page. 10 €. 10 €, vous avez le premier tome en hard, 200 pages environ. Non, pardon. Désolé. En version numérique pour 10 € et 25 € pour l'avoir en papier. Je crois. Je sais plus, c'est pas grave. Merci pour cette préparation de chronique, je t'emmerde. Je te remercie pour ce crowdfunding et puis on peut passer à la suite. Pour le coup, je vais te passer la parole. Je me passe la parole à moi-même parce que je vais commencer à vous parler donc, ça, tu vois, Matt, ça, c'est l'émission bien préparée, ça. Totalement. Parce que si j'ai pas endormi tout le monde en une demi-heure, c'est que vraiment ils ont envie d'écouter. Mathieu Bonhomme, l'homme qui tua Lucky Luke. Quoi Répète, c'est quoi? L'homme qui quoi? Qui tua Lucky Luke. Mais il meurt pas, Lucky Luke. L'hommage de Mathieu Bonhomme à Maurice. C'est pas mourir, Lucky Luke. Bon. On va donc suivre... on spoil tout de suite. L'adaptation donc, de Mathieu Bonhomme sur Lucky Luke. Première page, une déflagration dans un paysage lointain, une sorte de ville du Far West. Des corbeaux, des gros vautours en train de voler. Et un gars qui dit je l'ai eu. J'ai détruit la légende. J'ai tué Lucky Luke. Et là, on voit une chemise jaune, un foulard rouge, un chapeau blanc. Le mec qui est allongé par terre, la face dans la boue, du sang. Et franchement, la première planche, c'est juste énorme en termes de com, en termes de publicité. C'est ultra commercial, quoi. Et puis le titre est une référence à un superbe western de John Ford, L'homme qui tue Liberty Valance. C'est trop bien. Donc, page suivante, quelques jours plus tôt, on va vous raconter comment on est arrivé là. La page d'après. La page d'après.
Et puis ensuite, mais on spoile pas, on Voilà. dit juste Bon. page par page. Alors, je vais pas non plus toutes vous la raconter, parce qu'il y a quand même Passe directement à page 52. déjà plus de 52, parce que c'est Eh plus de oui. 52 planches, ce qui est déjà bien. Moi, je me suis totalement régalé. Premièrement, parce que j'aime beaucoup Lucky Luke et que ça a été vraiment la littérature de mon enfance. J'ai beaucoup moins suivi les dernières sorties de Lucky Luke. Je suis resté vraiment sur du Maurice, moi, à On l'époque. invite Merton à une splash page, genre. Ouais, je sais, on en a déjà parlé déjà. Mais là, vraiment, je me suis régalé. En plus, il y a une sorte de running gag avec le fait que Lucky Luke voudrait fumer une cigarette. Et je trouve que toutes les raisons pour qu'il n'en Plus de tabac. fume pas, Et ce n'est pas qu'un running gag. toutes les raisons pour qu'il n'en fume pas sont totalement exceptionnelles. Et C'est un toutes, running gag, mais c'est un rôle dans la. oui, mais c'est un rôle. Oui, non, mais j'ai trouvé ça excellent parce qu'en plus, alors, naïvement peut-être, mais au début j'étais là, je fais bon, ok, une première fois, puis la deuxième tu fais non, troisième, tu fais ok, d'accord, ok, Puis c'est en trop plus, fort. il est en manque, quoi. Il est en manque, ouais, tu sens que, en plus on en joue quoi. C'est-à-dire, moi j'ai trouvé ça absolument exceptionnel parce que ça joue le rôle de running gag. C'est sympa, ça fait le petit fil rouge tout au long du bouquin. Ça explique une possibilité du pourquoi, du comment Lucky Luke n'aurait pas été à 100% et ça expliquerait la première planche sur Lucky Luke qui est face contre terre, qui est dead et voilà, bref, il était pas bien quoi, il était pas dans des conditions normales et en même temps c'est une façon détournée de nous planquer le fait que Lucky Luke n'a plus le droit d'avoir son mégot à la bouche et plutôt que de le remplacer par un brin de paille, on a cette situation-là. J'ai trouvé la trouvaille scénaristique excellente, la raison scénaristique excellente, et le côté running gag juste génial. C'est une trouvaille dantesque pour cette. C'est un peu comme le running gag de Velman sur les Spirou, sur la raison pour laquelle il faut toujours qu'il trouve une bonne raison pour qu'il porte son costume de groom dans chaque épisode des derniers Spirou. Mais là, en plus, il y a, en plus du running gag, il y a un intérêt dans l'intrigue générale. Graphiquement, vous avez pensé quoi? Moi, j'adore Mathieu Bonhomme, donc il est dans un style beaucoup plus réaliste que sur le style de Maurice. Par contre, il s'est beaucoup amusé avec les couleurs, en fait. Ouais. C'est là qu'il a eu un grand respect au travail de Maurice. C'est-à-dire que Maurice jouait avec un panel de couleurs assez limité, de par le côté technique à l'époque, et en fait utilisé de façon très, très expressionniste. C'est-à-dire que quand les Dalton étaient verts de rage, ils étaient dessinés en vert. Et il jouait beaucoup là-dessus. Et donc en gros, Mathieu Bonhomme joue beaucoup là-dessus pour créer des ambiances, Mais en moins criard. En moins criard, oui, parce qu'il a un style plus réaliste. Ça aurait été, je crois, plus criard, ça aurait été plus Non, ça marchait pas. trop violent avec son trait. Et je trouve qu'il a vraiment, il a trouvé un style qui pour moi marche très très bien, quoi. Par contre, on parlait tout à l'heure de couverture, et là, pour le coup, je trouve que la couverture est très belle, assez chiadée, et pas vraiment en rapport avec le design du reste du bouquin, quoi. Ah, je pense qu'on est dans le design, mais il a voulu faire une couverture iconique aussi. Ouais, moi, c'est beaucoup la référence au western là. Ah oui, ouais, oui, ouais, la, dans le... la couverture est très très belle, hein. Mais voilà, je trouve qu'on est un petit peu trop en décalage à mon sens. Parce que avec, là, clairement, Avec le poncho comme tu ça. vois Clint Eastwood, quoi. Oui, carrément. Non, tout est là. voilà, vraiment, je trouve c'est une... Un très bon bouquin, vous ne pouvez pas vous planter en achetant ça. C'est clair. C'est clair. Oh, mais ça y est, voilà. On a dit qu'on en met très rarement, mais je crois que coup de cœur. Ouais, il y a un petit cœur. En même temps, je pense qu'il y a aussi le côté Madeleine de Proust, quoi. Ouais, C'est- qui joue, hein. mais oui. Ok, donc L'homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme aux éditions Lucky Luke Lucky Luke. Canton Lucky Prod. Lucky Prod. Non, Lucky Comics. Lucky Comics. Ah, ça change. C'était pas Lucky Prod. Ouais, avant. c'était Lucky Prod à un moment, je crois aussi. Ouais, ça change tout le temps. Il nous casse les couilles pour nous faire rater notre boulot. Ah bah, merci. Pepper and Carrot. On passe à Pepper and Carrot, donc qui est sorti chez Glénat. Petit rappel, Pepper and Carrot est à la base donc une publication en ligne par David Revoy. Et donc David Revoy explique le pourquoi du comment il est passé de son travail en ligne au travail papier, tout ça avec une licence Creative Commons toute ouverture. Donc tout ça, ça pourra être lu
à l'intérieur du bouquin, et ça sera longuement discuté dans la prochaine émission qui sera diffusée d'ici une quinzaine de jours. Dans une semaine. D'ici une semaine. Avec de formidables invités. Avec de formidables invités. Donc voilà, pour le teaser, ça c'est fait. En ce qui concerne le pitch, donc Pepper and Carrot, deux personnages. Pepper qui est donc une jeune apprentie sorcière. Carrot qui est son chat, puisque bien évidemment une sorcière a un balai et un chat. Et il se trouve que sur la couverture, tout de suite, on est dans l'ambiance. Il y a un chat, il y a un balai. Ouais, un chat et un balai. Qu'est-ce que tu fais toi derrière J'étais... Avec tes petites mains. Vas-y, continue ton pitch. Ne te laisse pas perturber. Un bon chroniqueur ne te laisse pas perturber par les connards qui font des gestes derrière. C'est ça. Donc on est dans le merveilleux monde des Reva. C'est très très teenage, donc on se balade dans les petites aventures de Pepper qui va tantôt essayer de faire une potion, tantôt essayer de trouver les ingrédients, tantôt participer à un concours, tantôt sauver le monde mais sans le faire exprès. Il manquait un tantôt quand même. Tantôt. Bref, ce sont des petites histoires en une ou plusieurs planches, ça dépend des fois. Il y a un fil narratif qui se construit petit à petit. On a une petite galerie de personnages aussi, pas forcément toujours très sympathiques, mais voilà, ça joue le rôle de fifi, sorcières qui se chiffonnent les unes les autres. Les petits animaux de compagnie, parce que bon, bien évidemment que Pepper a Carotte, mais chacune des autres petites sorcières aura également son animal favori. Et tout ça dans des couleurs très gaies, très colorées, très... voilà, c'est un graphiste, hein, grosso modo, qui fait ça. C'est extrêmement mignon. Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai été un petit peu gêné dans la lecture parce que justement Pierrick avait déjà annoncé qu'il y avait une polémique, machin, tout ça. Donc j'ai eu un œil... T'es perturbé par le fait qu'il y a la polémique. Mais sans connaître laquelle, j'ai regardé ça d'un œil peut-être un peu moins ouvert et un poil plus critique que ce que ça aurait pu l'être. L'émission qui sera diffusée dans une semaine et qu'on a déjà enregistrée a fini de faire en sorte que le bouquin me déplaise, entre guillemets, en tout cas ne correspondent pas du tout ni à mes goûts ni à mes attentes. Alors maintenant, en se positionnant dans le cadre d'un bouquin pour enfants, faut le recadrer dans le truc. C'est mignon, il y a de jolis dessins, etc. Maintenant, c'est assez pauvre scénaristiquement parlant, c'est assez pauvre au niveau de la mise en page, c'est... Voilà. Ça a pour lui d'avoir de jolis dessins et de jolies couleurs. Alors moi, après déjà, je trouve que moi ça m'a plu. Alors après, je l'ai lu il y a longtemps. Faut voir que effectivement, il faut savoir aussi qu'il y a déjà 2 fois plus de planches sur Internet et que d'un point de vue graphique, tu prends le premier, tu prends les derniers, il y a déjà eu du progrès. D'un point de vue narratif, je suis d'accord, mais là, ça vient du fait qu'à la base, c'est vraiment pensé pour de la lecture écran. Tu fais défiler et c'est vrai que souvent tu vas avoir une bande avec un dessin qui vont succéder et une mise en page assez minimaliste, mais ça colle. Donc c'était pas fait pour être sur papier. Oui, bon, ça c'est. En même temps, oui, je suis d'accord. C'est presque tout ce qui est sur Internet, oui, voilà. Parce que les blogs aussi au départ. Oui, voilà. Donc il y a des trucs qui sont. C'est une adaptation. C'est une adaptation de l'œuvre originale. Oui. Donc l'adaptation est correcte. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup son trait. J'aime beaucoup ses dessins. Cet univers un petit peu Miyazaki. Tu parlais de la faiblesse scénaristique. Effectivement, c'est très léger sur les premiers, mais c'est parce que je pense aussi que c'était un peu d'exercice. Sur les derniers tomes, il commence à y avoir un peu plus de fil rouge, un peu plus d'intrigue et des histoires un peu plus longues aussi. Disons que, comme je sais ce qu'il va y avoir après, je sais que c'est une BD qui se bonifie dans les tomes suivants. Maintenant, c'est une bande dessinée que je trouve sympa à offrir à un jeune, mais que je vais continuer à lire en ligne et je vais pas particulièrement essayer d'avoir la suite, quoi. Thio ? Je vais aller totalement dans ton sens. Puis alors graphiquement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça joli. Après, scénaristiquement, ça m'a pas laissé sur le cul, mais c'est des petites historiettes sympas. Tu passes un bon moment. Je pense que pour moi, c'est entre guillemets pour une petite BD jeunesse, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, malgré la polémique, c'est une BD qui fait le taf. Après, voilà, on en reparlera dans une semaine. Maintenant, voilà, c'est pas. Ça m'a un peu fait penser au travail de Joris Chamblin sur Sorcière, qui était un peu moins léger parce qu'il y avait un scénario plus continu, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un travail scénaristique continu, mais dans le graphisme, dans les idées, dans l'ambiance qu'il y a autour, j'ai pensé un peu à ça, tu vois.
Je sais pas si. Donc pour moi, c'est aussi c'est la première BD d'un gars, quoi. Oui, c'est ça. Avec ses qualités. Et on sait pas ses- trop s'il veut en faire d'autres ou s'il va s'arrêter. Ben, là. il continue sur Internet. Oui, il continue. continue. Non, mais Après, c'est il continue l'éditeur sur ce qui- personnage-là, mais qui- voilà, il a pas une vocation particulière à faire de la bande dessinée papier. Ah, Mais tu sais que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui au départ n'avaient pas vocation en partant d'Internet de devenir dessinateur. Mais là, on rentre dans le débat. On rentre dans le débat. Plus longuement Voilà. derrière. Bon, bref, personnellement, je vous la laisse. Bah, en conclusion, moi je dirais que c'est une BD qui est bien à offrir aux gosses. Que si vous voulez faire un petit cadeau sympa, sans vous prendre la tête, on va dire qu'elle a l'avantage de n'être pas très chère. C'est 10 € pour 78 pages, ce Voilà. qui est plutôt honnête. Masked Noise. Je l'ai un peu bouché, c'est pour ça que je prononce mal et tout. Le shoujo Pardon, je manga. fais comme ça. Masked Noise. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Hein. voilà. Ah, toi tu le fais. Et ça- Masked Noise. Ouais. Ah, avec ta petite culotte sur la tête, ça le fait bien. Alors, Massacre de Noise. Alors, Masked Noise est un manga de Ryoko Fukuyama qui, en gros, nous raconte les aventures de... Toi, il faut que tu arrives à te retenir un peu le temps des pitchs. En fait, Non, mais c'est moi, trop- j'ai qu'un seul cœur vert pour toute la saison, et en fait, il est déjà passé sur Mathieu Bonhomme. Donc, maintenant, ça va défoncer, les gars. Faut que tu, non mais, il faut que tu te projettes. Voilà. En gros, on va nous raconter l'histoire de de deux personnages. C'est de Nino, une jeune fille qui adore chanter, et elle a Momo. Ça doit Ouais. être- Mais il est pas barbu, hein. Chut. Ta gueule. On a Momo, donc le pouvoir du doigt est de retour. voilà, qui en gros il commence à écrire de la musique pour elle, ils chantent Oui, ensemble, ils s'aiment enfin l'amour de gamin quoi. Et un jour Momo doit déménager et c'est le drame. Et C'est pas le loin de drame. ça. Et donc C'est pas loin de ça, exactement. Elsa et Glenn Medeiros. Et donc elle est dans la tristesse et là elle croise une sorte de jeune rebelle qui s'appelle Yuzu, je crois, si je me souviens bien. Ouais, comme le citron, c'est ça. Voilà. Et qui non mais toi on t'entend plus. Toi. Pénible, putain, le dictateur de Donc merde. Yuzu qui en gros lui écrit de la musique et découvre sa voix et trouve que c'est super et ils se retrouvent séparés et on les retrouve quelques années plus tard quand ils arrivent alors je sais pas, c'est dans tous les mangas japonais, je sais jamais si c'est le collège, le lycée, je crois qu'ils traduisent lycée en France pour faire genre ils sont majeurs mais qu'en fait ils sont au collège. Mais Bon, bref, ils ont De toute façon, Bref. honnêtement, on s'en balèque, hein, parce que. et donc ils vont commencer à reformer un groupe au lycée et bien sûr ils vont finir par se retrouver. Et bien sûr on arrive dans le triangle amoureux, l'histoire d'amour impossible. Et au milieu de ça, on a une sorte de teaser sur le super groupe à la mode qui s'appelle les Masked Noise. Voilà, Masked Noise. Et qui sont tous à fond dessus parce qu'ils sont trop forts, mais qu'apparemment ils risquent de se séparer, etc. Eh ouais. Et qu'ils vont chercher une nouvelle chanteuse ouais. et qu'elle va passer les castings, mais que du coup, pour que Ah, merde, c'est le tome 2. Je l'ai pas encore lu pourtant. Voilà. Merde. Pardon. Que dire? Je vais vous donner mon avis très simple. C'est du shoujo de base, du shoujo musical, qui fait le taf dans le genre, qui n'est pas vraiment mon genre. Hein. Voilà. Tu dis ça parce que tu peux être inculpé Voilà. de pédophilie, mais sinon... Non, mais disons que le shoujo, comme je disais, j'avais adoré Video Girl Eye quand je l'ai lu tout jeune, et puis je l'ai relu après quand j'étais plus puceau, et j'ai trouvé que c'était très chiant. Comme quoi, hein, tu vois. Donc on grandit. Là, clairement, c'est une histoire classique de shoujo, de groupe qui va grandir, de personnages qui vont avoir des amours impossibles. C'est construit de façon très classique. Il y a un dessin que je trouve efficace, bien foutu. Ça manque un peu de décor à mon goût. Voilà, c'est un peu le gros défaut. On est beaucoup sur les gros yeux. Enfin, si, il y a des décors quand ils sont sur la plage. ouais, on est dans le cliché, hein, un peu des Tu des veux gros dire plans sur les gros yeux. le trait à la règle pour faire la mer, c'est ça Voilà. C'est ça. Bah, il y en a deux parce qu'il y a un trait pour le sable aussi. Ah, mais Euh, oui, je suis con. Ah, je crois qu'il y avait un crabe aussi sur une des cases. ouais. Ah, merde. En Bref, ayant bas. Non, ils ont en dû tout cas- l'enlever à l'impression. En tout cas, graphiquement, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime même beaucoup les couvertures. Je trouve qu'elles sont réussies dans le genre iconique. Et puis, apparemment, il y a une sorte de petit jeu pour faire dans le genre. Mais franchement, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Si vous... Je confirme, hein. Puis, je pense que tu n'es pas la cible. Voilà. je confirme. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Mais je crois que tout le monde a compris. Tu commences, tu commences, je finis. Non, vas-y, commence, je vais la finir, moi. Mais par contre, quand tu finis, tu la finis Ouais, bien. je la quoi. finis bien. Alors clairement, je suis pas mais du tout la cible. J'ai lu ça en étant j'ai essayé d'être le plus vierge possible.
Voilà. C'est la cible. Et c'est vraiment la cible. Hein. J'ai vraiment tout pensé. J'étais au taquet. Comment dire le shoujo musical en animé, ça peut passer. Mais alors en manga... Et là, le problème, c'est que, si tu veux, j'ai très vite comparé ça à Big Bang Cats, qui, pour moi, est dans la même veine. On est sur la création d'un groupe, il y a des amours compliqués de jeunesse, mais Big Bang Cats a vachement plus de matière, quoi. Là, c'est gnangnan du possible. Alors, peut-être que je ne suis pas la cible et que je ne suis pas réceptif, mais je préfère me lire du Big Bang Cats que ça. Alors après, je veux aussi dire, c'est une question aussi de narration à la japonaise. En général, les premiers tomes dans la BD japonaise, c'est que de l'introduction et ça va pas très loin. Si tu veux que le scénar se développe et avance, faut arriver au tome 2. J'ai pas envie d'aller au tome 2, je vous le dis tout de suite. Mais c'est aussi un classique dans ce genre-là. C'est pour ça d'ailleurs que je sais pas si tu as remarqué, quand ils sortent un nouveau manga, en général, les 2 premiers tomes, ils sortent en même temps. Bon. Mais voilà, ensuite, bon... Sur le dessin, je pense que je me suis déjà assez foutu de sa gueule avec Tizak. Voilà, non, je préfère clairement me faire un Big Bang Cats. Ça me fait beaucoup plus rêver. Et là, voilà, le petit moment au départ où tu as l'impression d'avoir le collège foufoufou qui est en vadrouille, le collège foufoufou au moins me faisait rire, quoi. Et là, si tu veux, la période, on revient dans la période gamin, ça me faisait même pas rire. Donc du coup, non. Clairement pas. Voilà, j'ai commencé à creuser. Je te laisse remettre la terre par-dessus. Non, là, je mets les coups de pelle maintenant. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'obstiner à sortir ce genre de choses qui ont déjà été vues, revues, re-revues. C'est les mêmes scénarios systématiquement à chaque fois, les mêmes grosses ficelles, les mêmes symboles avec les petites étoiles, les petits machins. Merde. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de faire des copier-coller en changeant le titre, en changeant le nom des personnages et en faisant des ressucés à chaque fois des mêmes, mais alors vraiment les mêmes scénarios. Ça suffit, il n'y a rien de neuf, ni au niveau du dessin, ni au niveau du scénar. Passez à autre chose. Faites autre chose. Bon, sur ce, je dis qu'il faudrait peut-être qu'on essaye de temps en temps de lui passer des bons mangas. On est vraiment des enfoirés. Il ne veut pas en lire. C'est vrai, mais le seul qui lit, à chaque fois qu'il y a de merde qui passe, il apprend. Vous cassez les bons becs, là, entre Masked Noise et l'ère des cristaux, sans déconner. Attends, parce qu'on en a des bons, on en a vu des bons. En plus, on peut même pas les foutre au barbecue avec les couvertures plastifiées de merde. On t'en a proposé des bons, t'as pas voulu. Ouais, t'as pas voulu, voilà, c'est tant pis pour toi. Ouais. Voilà. Non. Ah oui, juste petite parenthèse, on arrête de faire clic avec les stylos. Hein, ça fait très très mal aux oreilles. Je m'en bats les couilles, j'ai pas de stylo. Et tout de suite, un autre manga. L'attaque des titans, Tom, c'est de la... 1 à 4. Tome 1 à 4. Alors donc déjà, un très très grand succès. Déjà, voilà. On le dit tout de suite. Hein. De monsieur Hajime Isayama. On va... J'étais sûr. Déjà, on va remercier France Loisirs d'avoir fait l'apparition au Prix Club pour Pied, parce que c'est quand même ça qui lui a permis d'avoir ça. En 2 tomes doubles. Non, mais c'est ça qui m'a fait. Ah, ils ont ça. Je vais pas faire mon recommandé aujourd'hui. J'avais la flemme. Voilà. Donc, j'ai découvert l'Attaque des Titans. Le pitch. L'humanité s'est fait démonter, atomiser par des titans un jour, et le seul moyen de sauvegarder l'humanité, ça a été de se réfugier derrière des grands murs qui protègent la cité, et de former des gens pour essayer on va dire, de combattre les titans, qui sont des créatures d'une 10, 15, 20 mètres, et pour certains beaucoup plus grands, mais on les voit rarement. Certains humains vont à l'extérieur, c'est les troupes d'exploration, mais à chaque fois en fait ils se font défoncer par les titans, et il y en a à peu près un tiers qui revient en étant bouffé à moitié, donc du coup tout le monde se dit que ça sert à rien, autant rester là. Les titans cherchent à bouffer les humains. Oui, parce que les titans en fait ne font qu'une chose, c'est qu'ils bouffent des humains, donc voilà. Et on sait rien d'autre sur eux. Et on ne sait rien d'autre. Et là, l'histoire commence, on suit un petit gars, et les explorateurs reviennent, ils sont de nouveau fait défoncer par les titans, et là, un titan gigantesque arrive, et qui est aussi grand que le mur, et il défonce le mur à coups de latte. Forcément, les titans pénètrent dans la ville, bouffent tout le monde, et on se retrouve quelques années après, avec ces jeunes enfants qui ont vécu ce traumatisme, qui sont rentrés dans l'armée, et qui ont désormais, maintenant, ont fini leur classe, et ils vont pouvoir
aller bouffer du titan eux aussi. Et ils ont une méthode de combat très particulière. Et ils ont une méthode de combat très particulière avec des sortes de sangles à air comprimé. Ouais, une sorte de harnais qui leur permet de faire Ouais. la Spider-Man, quoi. Ouais, une sorte de harnais, de harnais à gaz, mais un truc de ouf, et qui leur permet, grâce à une épée télescopique, métallique, rigide, souple, de la mort, D'abord, qui leur permet en fait de leur faire le petit découpage qu'il faut dans la nuque, juste pour pas, qui est leur seul point faible. juste avant le mulet en fait, Dans la nuque. dans la nuque, Parce que sinon, ils se régénèrent à tous les coups. parce que sinon les titans se régénèrent à tous les coups. Voilà. Pour le pitch, ça te va? Oh oui, c'est un beau pitch, très réussi. J'ai une petite question. C'est un manga qui date de quand? Alors, On va parler du graphisme. Je on crois va que c'est parler du là-dessus graphisme. Graphiquement, que- L'année, elle doit être dessus. alors graphiquement, au début, comme Tizak est en train de le faire, parce que lui il le découvre là tout de suite, sur les premiers tomes, le tome 1 et 2, C'est un peu le bordel. j'ai trouvé que c'était ça m'a fait l'effet d'être vieux, clairement. Non, peut-être pas autant quand même, Tizak, c'est tout. Voilà. Ça m'a fait un petit peu l'effet d'être vieux, mais j'ai pas eu comment dire, de lenteur à la lecture. J'ai pas eu l'impression que Le ce soit pas scénario est bon, en dynamique. fait. C'est très vivant, et finalement, je suis. Ah non, mais on n'a pas dit que c'était... On n'a pas dit que c'était magnifique, mais finalement, moi, je suis vraiment tellement rentré dans l'histoire, si tu veux, que au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder. Enfin, le graphisme m'a plus dérangé. Parce que j'ai envie de savoir c'était quoi les titans, quelle était l'histoire du gamin, du Surtout père. qu'il échangeait des trucs hallucinants derrière, après, quand même. Voilà, c'est qu'après, il y a quand même il y a beaucoup de secrets qui sont dévoilés. Et franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Moi, disons que, en gros, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, c'est une BD à succès. Au début, il savait pas que ça allait être une BD à succès. Et l'auteur, il était un peu tout seul. Il avait pas trop d'assistants pour faire les décors, les dessins, tout ce que tu veux. Et ça se sent un peu. Il rame un peu. Alors, les titans ont des têtes horribles et des looks tout mal fat, mais c'est volontaire, là, pour le coup. Dès que tu arrives sur les tomes 3 et 4, tu sens qu'il a commencé à avoir du budget pour un peu mettre du monde dans son studio. Et c'est déjà un peu plus propre et un peu plus lisible aussi. Parce que sur les scènes d'action, parfois, il y avait tellement de traits dans tous les sens au début que c'était un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est très bien écrit. Pour du post-apo, on est dans du post-apo très 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 noir. Parce que... Puis, c'est là, fait ah, c'est rigolo et tout. Enfin, c'est bien, c'est les héros auxquels on doit s'attacher. Ils se font tous bouffer. Mais tout le monde se fait bouffer tout le temps dans cette série. Quelque part, tu retrouves un peu du Walking Dead. Ouais, un peu du Walking Dead. Tu fais Du quoi, Game of Thrones, mais quoi, pourquoi? Attends, j'étais en train de m'attacher à ce personnage. Il vient de se faire bouffer. Mais c'est quoi ce bordel? Lui, je pense que ça va être le futur chef qui venge. Ah bah non. Et tu fais quoi? Mais c'est quoi ce délire? Et en plus, ils ont réussi à faire une sorte de. Bien sûr, il y a le truc qui fait que peut-être ils ont un petit espoir parce qu'il y a un truc pas normal qui va se passer, on va éviter de spoiler là-dessus, hein, un truc particulier vis-à-vis du héros. Il y a une sorte de grand mystère et ils arrivent à nous le diluer en nous remontrant après des flashbacks pour nous montrer leur classe. Ouais, leur classe quand ils ont commencé à se rentrer dans l'armée. Et c'est. Mais ouais, non, j'ai trouvé que c'était bien. Le côté désespoir, les mecs qui disent non, mais je continue pas à me battre. Ouais, tout est traité. Il n'y a pas de. On n'est pas dans un héroïsme forcené où tous les mecs sont là. Oui, on va tous au combat, on va tous crever, on s'en fout, on y va. Non, il y a les mecs qui se chient dessus et qui font mais putain, mais comment tu veux que j'affronte ça, quoi? Les gars, ils font leur classe et leur but c'est d'être les meilleurs parce que les meilleurs ils peuvent demander des affectations en sécurité à l'intérieur des murs, tu vois. Donc leur but c'est d'être les meilleurs pour pas être au combat. Donc, en gros, on n'envoie pas les meilleurs au combat. Tu vois, c'est un peu l'éducation nationale, tu vois. On va vous envoyer en ZEP parce que vous n'êtes pas les meilleurs. Parce que vous êtes nouveau. Voilà, c'est le principe. Le gars, en fait, c'est le principe. C'est une allégorie de l'éducation nationale. C'est ça. Bah, du coup, moi, ça me donnait quand même bien envie de regarder l'anime qui est sur Netflix, je crois, Ouais, il me d'ailleurs. semble qu'il y est. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais pas encore jeté, parce que je me suis dit, ouais, le graphisme, tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois, tu vois le titan. Oui. Le titan titanesque, ouais, de 75 mètres, là. Voilà, le méga titan. Et du coup, tu fais. Sale gueule, quoi. Et tu fais bof. Bon, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Mais là, au niveau histoire, ça me donne bien envie, quand même. Ouais, voilà, moi j'ai bien envie de connaître la suite, ça tombe bien, il y en a plein de tomes, ce qui fait que je vais pas envoyer ma lettre de résiliation à France Loisirs avant quelques trimestres. Voilà, donc on a lu les 4 premiers tomes, c'est très très prometteur, une bonne série, et je comprends le succès qu'elle a eu, même si effectivement, au niveau graphique sur les premiers tomes, on sent heureusement que le mec il avait du fond, quoi. Alors là, sur les tomes 3-4, c'est 2010-2011 la première édition. Voilà.
Eh ben, donc on a de la marge. Ouais. Ouais. Tu vois, là, tu Moi, fais juste j'ai regarder. besoin de gouttes pour les yeux. Là. Non, mais t'as les yeux fatigués aussi, je crois. Aussi, si tu veux, ouais. Rock and Stone, le tome 2 de Jean Valéani et Georges. Alors, tiens, sans déconner. Non, mais... Oh, les mecs, putain, on vient de faire l'enregistrement quand même avec eux. Ouais. Bon. On a Auteur passé que vous 3 heures pourrez- avec eux. Auteur Les que vous mecs, ils pourrez- cherchent les noms, ouais, quoi. je suis fatigué, là. Auteur que vous pourrez donc entendre dans notre prochaine splash page. Mais en fait, juste pour faire le petit commentaire, en fait, tu t'es pas trompé parce que t'as donné que les noms de famille. Oui. Non, C'est ce mais que je il a fais. fait Jean. Je me suis pas Valéry trompé, mais et, j'ai eu une hésitation. C'est une hésitation, j'ai enfin, failli me tromper. C'est Jean Valéani Georges, quoi, parce que c'est le Voilà. nom, J'ai c'est le nom de failli me famille tromper. du scénariste, du C'est ça. dessinateur Donc, c'est et du Nicolas coloriste. Jean, Yann Valéani et Gaëtan Georges. J'ai failli me tromper, je sais. Mais lui, monsieur, là, tout de suite, tu vois, il n'a aucun Ah, scrupule. mais il attaque à la gorge, ça c'est. Ah, moi, ça tacle, hein. Dimeco, Donc, quoi. Ah, bah oui. Rappel des épisodes précédents. Ah oui, il y a un tome, quoi. Ouais, des épisodes précédents. Stan, un jeune gars. Et j'ai eu du mal parce qu'il est sorti il y a longtemps le premier tome. Hein, ils ont mis du temps entre les deux. Stan, Yann Valéani, donc, ça c'est pour toi. un jeune garçon qui vit sur une planète qui était un peu décimée parce Caldoria. qu'une intelligence artificielle a un peu tout fracassé sur Yahvé. place en remontant les machines contre les humains. Se retrouve à devoir suivre un robot et on a appris dans le tome précédent, spoil, c'est le tome précédent, là je suis désolé, que en fait ce robot était piloté depuis un satellite Rocky. par son père, le père de Stan. Et en gros, ils vont essayer de trouver une solution pour lutter contre cette intelligence artificielle qui est Yahvé. Et Stan a rejoint un groupe qui est censé pouvoir l'aider à lutter contre cette intelligence artificielle. Ils ont peut-être le truc, c'est le dernier espoir qu'ils ont, et ça leur permettra en plus de rétablir le contact avec la Terre, qu'ils ont Et- perdu. Parce que voilà, le problème, c'est que Yahvé en fait bloque les êtres humains sur cette planète parce qu'ils ne peuvent plus rentrer en contact avec la Terre pour leur demander du secours. Ceci étant dit, ils avaient quand même réussi à envoyer un message. Ils avaient tenté de s'échapper pour une partie d'entre eux, mais Yahvé avait déjà infecté le vaisseau qui s'était donc craché. Et a priori, quand bien même il serait dit que le message était quand même parti, de toute façon, vu qu'il y a 2 ans de voyage pour pouvoir arriver sur Caldoria, et que de toute façon c'est une planète où il n'y a pas grand-chose, Sauf des mines. sauf des mines, mais disons que ça demanderait beaucoup de ressources à la Terre pour venir récupérer le truc, peut-être, En risquant d'infecter leur propre en machine. risquant d'infecter leur propre machine. Clairement, les pauvres rescapés qui traînent sur la planète n'ont pas non plus grand espoir de voir arriver les grands forts. Et donc on se retrouve avec cette contrainte où Stan a peut-être une chance de vouloir sauver le monde et Daniel se retrouve très emmerdé parce qu'il ne peut être qu'à distance. Qui est Daniel? C'est le père de Stan. C'est pas que tu le dises en fait, parce que si oui, je je dis l'ai Daniel. dit. Non. Ah non, bon. Il est très emmerdé parce qu'il est un peu à distance et il doit expliquer à son fils, écoute, il faut que tu fasses ça et pas autrement. Et son fils va pas forcément l'écouter parce que C'est un sale gosse, un sale c'est un gosse. gamin, il a d'autres enjeux, il ne voit pas le grand plan derrière. Enfin, une relation très difficile, surtout, voilà, avec un petit flashback pour nous rappeler comment était le Daniel en question avant. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre l'album. Ouais. Parlons tout de suite des choses qui fâchent, le dessin. Alors, Alors tu sais que- moi je trouve ça très courageux C'était gratuit. parce Oui. que Yann maintenant sait où tu habites et voilà, je trouve ça très courageux de ta part de l'avoir dit. Et je te rappelle C'est que, comme ça que je saurais s'il écoute l'émission. Tu vois. et je te rappelle que Yann est corse. Ouais, Voilà. d'origine. Tu sais, bon, Comment ça d'origine ouais, Non. c'est le moins Tu corse. es de corse Valérie. ou tu l'es pas. Bon, allez. Alors sur le dessin, bah déjà moi quand même je voulais rendre à César ce qui appartient à César, la formidable qualité des cailloux Ouais. dessinés par Yann, Ouais. qui sont absolument splendides. On pourrait l'appeler Monsieur Après Caillou, donc quoi. on pourrait l'appeler Monsieur Caillou. Pas une Golden Globe des cailloux. Va te faire foutre. Golden Rock. De Golden Rock, voilà. Non, au niveau du graphisme, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, tant sur les personnages qui sont bien dessinés, dynamiques, les scènes de fight, les scènes du voyage que va faire Stan à l'intérieur de Rocky, ou quand on va avoir des paysages. Il y a des moments où moi j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver à regarder le Grand Canyon, quoi.
Puis il y a un côté technique, parce que bon, maintenant on le sait, tous les robots sont basés sur la 3D qu'il a incrusté et redessiné dessus. C'est totalement invisible, ça marche très bien. Tout le dessin a été fait en niveau de gris, c'est-à-dire que il n'y avait pas que de l'ancrage, il y avait vraiment tout le niveau de gris et la couleur a été rajoutée dessus, ce qui donne vraiment au dessin une finesse que je trouve vraiment sympa. Techniquement, c'est très efficace. Et puis, les mises en page aussi. Les personnages ont des visages très expressifs. On est vraiment dans une BD qui va parler d'émotion aussi beaucoup quand même, parce que c'est pas que le combat, les enjeux, c'est vraiment un côté émotionnel, je trouve. Cette relation entre père et fils, ces rapports humains des amis qui vont peut-être devoir se sacrifier pour l'intérêt général. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça comme on est un gosse du père qui est coincé et qui sait que ça va être compliqué pour la suite. Bref, graphiquement ça marche très bien et ça sert très bien le scénario. Vous confirmez? Pour moi, oui, tu as tout dit. C'est une BD qui marche bien. Voilà, c'est pas une BD de coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai pas un coup de cœur pour Rock'n'Stone. C'est une BD que j'aime bien. C'est une BD qui est bien travaillée. C'est une BD qui est bien au niveau du scénario. Voilà. Alors après, on en a un tout petit peu discuté dans leur interview. La scène de fin n'est, à mon sens, pas assez épique. Maintenant, ils nous ont donné, ils ont eu leur droit de réponse, et je trouve qu'ils nous ont donné une réponse tout à fait pertinente et satisfaisante, à mon sens. Mais vous n'aurez la réponse qu'en écoutant la scène. Alors moi, c'est pas tant la scène de fin en fait qui m'a apporté un sentiment un petit peu de frustration. C'est plutôt voilà comme disait Yann dans son interview. Encore une fois, vous écouterez la semaine prochaine. C'était un road movie, et donc forcément, dans un road movie, à la fin, entre guillemets, le parcours s'accélère, tu arrives au but, le dénouement est proche, et moi, j'ai été un peu frustré du coup de la rapidité du traitement. De la résolution. J'aurais vraiment eu envie en fait que ça dure un peu plus longtemps et qu'on ait plus de choses, qu'on ait peut-être un peu plus de la rencontre, de la façon de s'en se faire. De la rencontre, justement de Stan qui commence à connaître son père, qui essaye justement, il discute au travers de Rocky, ses discussions, ses échanges, ses retours sur le passé, les échanges qu'il aurait pu avoir avec les autres humains sur la planète, cette espèce de cette résistance vis-à-vis d'Yahvé. Il y avait tellement de choses que j'aurais envie qu'ils aient eu le temps de traiter, et c'était un peu court. En même temps, justement, voilà, si j'ai été un peu frustré sur le scénario en me disant c'était trop court, c'est que ça m'a plu, quoi. En vieillissant, j'en arrive à la conclusion que je préfère être un peu frustré d'un point de vue scénaristique que blasé au bout de trop d'albums. Ouais, c'est ça. Je préfère être. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, je t'avoue, je préfère. Je suis frustré un petit peu de la fin de Rock'n'Stone, mais du coup, ça n'en est que plus savoureux. Voilà. Disons que oui, ça manque d'épique. C'est-à-dire que l'épilogue, il y a un petit épilogue qui clôt sagement, j'ai envie de dire, la fin, hors de planche. Mais surtout, juste avant cet épilogue, il y a 2 planches qui nous donnent vraiment ce que j'ai envie de dire, la conclusion de l'histoire, qui sont... Voilà, je serais peut-être mérité, toi, que ça soit un peu allongé, qu'il y ait une pleine page qui fasse du... Un côté un peu... Voilà, tu vois ce que vous trouvez que ça manque d'épique, vous? C'est-à-dire que disons que ils n'ont pas allongé la sauce artificiellement. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est le genre de truc où dans n'importe quel récit un peu hollywoodien, etc., ce qui se passe à la fin, tu allonges la scène. Allonges la scène pour. Il y a un temps qui ralentit pour tirer de l'émotion, profit de l'action par l'émotion, pour donner des vues différentes, voilà, du même moment, mais vues d'un différent point. Ils l'ont pas fait, ce qui est tout à leur honneur, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de ces récits où t'as les larmes qui coulent à la fin avec la musique. Enfin bon. Voilà, bref. Voilà, disons que tu vois, en gros, il y a 2 types de fins. Il y a Rock'n'Stone et à l'autre bout, il y a le Seigneur des Anneaux. Tu vois, c'est 2 types de fins totalement opposés. Il y en a une qui finit, et puis l'autre, elle finit, elle refinit, et refinit, et refinit. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle le 3e tome. Donc non, alors non, en fait, non. Comme je suis pas. La frustration, il n'y a pas la même chose. Pour vous, ça manque un peu d'épique. Moi, je trouve qu'au contraire, dans cette sobriété que tu as à la fin,
Pour moi, la scène de fin que tu vois, toi, pour moi, c'est ce qui se passe 8 ans après, tu vois. Ouais, C'est- c'est l'épilogue. dans Cet le futur. épilogue-là, moi, je trouve qui est important, quoi. C'est ça qui clôture le truc et qui donne une nouvelle perspective. Mais j'avais pas besoin de plus d'épique. Honnêtement, c'était Mhm. sobre, mais il y avait ce qu'il fallait, quoi. Non, mais je dis pas qu'il y avait besoin de plus, je dis que c'est ce qu'on attendait. Tu vois ce que je veux dire? On est un peu formaté par l'habitude qu'on a de ce genre de truc-là. Le format, Non, Mathieu, vous il- voyez, ça m'a- Mathieu, il voilà. sort de ça. Mathieu, Ouais. Il est au-delà des normes. il est au-delà des normes. Il est J'attendais énorme. pas plus, mais honnêtement, je me suis régalé. Et voilà. Ok. Donc, Le pouvoir du vote a parlé. Hein. oui, oui. Non, mais c'est enfin voilà, un très bon album. J'irai pas pareil jusqu'à le mettre dans les coups de cœur, mais c'était pas loin. Hein. Perdu. Il y a eu un bug sur les Eh ben voilà. Eh ben, on te félicite pas. Donc c'est pas du tout un express, c'est encore une chronique. Et c'est une chronique qui conclut Orphelin, qui est donc une BD en 6 tomes. Et donc là, ça se conclut avec tome 5 et tome 6. Je me permets de commencer donc avec le tome 5, Le cœur dans l'abîme. Toujours Ekoni au scénario. Au dessin, alors là, ça change. Il y a un petit peu plein de monde. Kavenago, Edera, Cremona. D'Aledera, pardon. Cremona, bref, il y a du monde qui change un petit peu, mais ça reste toujours très bon. Donc on est toujours sur un scénario mêlant passé pour la construction des personnages et les relations à l'intérieur du groupe, et le présent pour les actions, et dénouer les intrigues, faire avancer la trame générale, etc. Donc on retrouve notre petite troupe là d'orphelins soldats qui sont bien évidemment surentraînés et qui doit absolument sauver le monde des vilains envahisseurs. La première partie nous en apprend plus sur les liens qui unissent la morveuse, le pistolero, l'ermite. Donc on a un mélange entre amour, jalousie, fureur, tuerie et ces trois personnages qui nagent donc en eau trouble dans ces sentiments un peu particuliers. La deuxième partie, elle, poursuit les révélations du scénario qui ont été entamées dans le tome précédent autour de l'espèce d'énorme supercherie organisée par l'ensemble des États et qui est menée donc d'une main de fer, on peut le dire, parce que c'est assez dur, assez sanglant, par le docteur Yurich. Cette dernière est donc enlevée par Ange et le pistolero, qui crée une forme de scission au sein du groupe. Mais du coup, ça crée aussi une scission au sein des couples, puisque des couples s'étaient formés dans le petit groupe de jeunes. La morveuse et le boy scout vont devoir du coup mettre en balance d'un côté le sens du devoir, avec de l'autre côté leurs sentiments amoureux, sans oublier leurs dérangements psychologiques respectifs. Parce qu'ils sont pas très clairs. Est-ce qu'ils sont quand même pas très nets, hein. Donc voilà, en bref, on se demande qui de l'amour ou du respect des ordres prendra le dessus là-dedans. Donc voilà, pour moi, côté scénario, c'est toujours aussi bon. Ça sentait la fin. Et donc, le tome 6, c'est la fin, c'est tome 6, rock'n'roll baby. Là, donc, on est sur le retour sur Terre. Nous, est-ce que le message va être délivré? Est-ce que le message va être C'est dur compris? de pas trop dire ce qui se passe avant, mais oui. Voilà. Est-ce que, voilà. On a déjà dit qu'a priori, on avait pris les gens pour des cons pour cette guerre. Est-ce qu'ils vont réussir à le Est-ce qu'ils vont réussir à transmettre ce message à la Terre? Est-ce que la Terre va accepter ce message? Parce que on peut aussi se dire, c'est le cas dans beaucoup de entre guillemets de scénarios où tu as une grosse supercherie. Quand tu révèles les choses au monde, est-ce qu'ils sont capables de le comprendre, de l'entendre? Est-ce que ça passe pas pour un truc qui est archi faux? Moi, j'ai été un petit peu déçu par la fin. Je m'attendais à un truc plus tranché. Et là, on aurait même pu finir par à suivre qui était, je trouve, pas bon. On aurait dû avoir, je trouve, une fin plus nette. Mais dans l'ensemble, toute la série des Orphelins, les 6 tomes, j'ai trouvé ça vraiment bien dessiné, très dynamique, sympa au niveau du scénario. Les rebondissements étaient vraiment excellents. Et moi, je me suis clairement attaché aux 5 personnages, aux 5 orphelins du départ. Le fait d'avoir justement rajouté, comme tu disais, des relations amoureuses entre certains, des liens qui sont les liens de la survie, entre guillemets, c'est vraiment...
c'est vraiment bien mené, intéressant. La fin m'a un petit peu laissé un petit coup, bof. Voilà, un petit peu déçu, surtout sur le choix de l'épilogue. C'est surtout l'épilogue qui m'a déçu. Alors, graphiquement, ça reste efficace, mais un peu inégal, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui interviennent dessus. Hein. Je crois que sur ces 2 tomes, il y a 6 dessinateurs. Il y a 3 rien que pour le tome Ouais, 5, sans enfin, compter la couverture. Et il y en a Ça, les 3 mêmes pour le tome 6. Voilà. Enfin bon, on revient sur le chapitre final, sur le dessinateur qui a créé la série, Momo Kari, qui revient dessus. Voilà, bon, c'est un peu le souci, même si ça marche. Mais c'est surtout parce que c'était obligatoire, parce qu'il y a un challenge éditorial que je trouve assez impressionnant. Parce qu'il faut savoir que nous, on a les tomes tous les 2 mois, hein, c'est très bien. Sauf qu'en fait, on a des doubles albums. C'est-à-dire qu'en Italie, ça a été publié à raison de un demi-album là qu'on a là par mois. Donc tu vois le rythme de balade en termes de C'est publication. beaucoup de boulot. C'est Sans doute pour ça qu'il n'y a pas les mêmes dessinateurs pour la première et la deuxième je partie crois à chaque qu'ils font fois. 80 planches en tout, donc ça doit être du 40 planches le tome, un truc dans le genre. C'est 200 pages. Hein. Oui, donc voilà, on est à 100 planches. C'est quasiment à 100 planches par mois. 100 planches par mois. Mais c'est un truc de fou furieux. Bon, c'est format comics, ça. Ouais, enfin, c'est format comique, c'est 22 planches qui te sortent les Américains par Ouais, mois. enfin, Ah ouais. Bon, même si peut-être Non, ils ont eu un peu d'avance, entre guillemets, Voilà. mais ça reste quand même un très très gros taf. Ouais. Et la série continue. Il faut savoir qu'en fait, il y a des séries dérivées qui continuent encore en Italie. Et donc, à chaque fois, ils font des saisons de 12 épisodes, 1 an. Et là, ils en sont à la 3e saison. Voilà. Donc, je sais pas si Glénat Ils ont usé 253 dessinateurs. Je sais pas si Glénat sortira la suite, mais en tout cas, c'est un pari, je pense, qui a l'air d'être réussi, sinon ils n'auraient pas continué aussi longtemps. Ça explique aussi cette sortie rapide qu'on a en France des tomes, parce qu'à un moment donné, ils suivent le même rythme que le rythme italien. Bref, non, moi je trouve scénaristiquement, c'était agréable. On est un petit peu cliché. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on découvre plus l'univers. Pourquoi est-ce qu'ils sont un peu plus costauds? On explique comment marche leur combinaison, comment est-ce qu'ils font le voyage interstellaire, comment ça marche. C'était pas du tout traité derrière. Et ils arrivent à mettre ça un peu en scène de façon à rendre le côté intéressant. Et puis, les relations entre les personnages sont assez intéressantes, même si c'est stéréotypé. On a tendance à avoir une idée de qui va gagner à la fin. En attendant, moi, côté dessin, comme tu disais, c'est pas égal entre les 2 parties de chaque tome publié en France. Moi, j'ai trouvé que justement, c'était bien choisi à chaque fois. C'est-à-dire que la partie qui était traitée dans le passé avait une tonalité et le dessin, du coup, correspondait à cette tonalité. Et la partie qui était plus ancrée dans le présent et qui généralement du coup était un peu plus dure, eh bien justement bénéficiait d'un traitement graphique différent, plus dur et plus réaliste. Et voilà, j'ai bien aimé du coup finalement le changement de dessinateur entre ces 2 changements d'époque, de période. Ils sont 4 dessinateurs là, donc sur les 2 tomes. J'ai aussi aimé des changements de technique. Il y a des passages oniriques où il y a des changements de technique totale d'un point de vue graphique qui sont très 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 sympas. Et là, pour le coup, on a un dessin que j'ai trouvé beaucoup plus chiadé. Mais vraiment, sur les rêves notamment, où ça en jette bien. On est sur de la couleur un peu plus directe, enfin l'impression. Voilà. Quelque chose à rajouter sur... C'est une bonne série, hein, c'est franchement. une très bonne série. Et alors je sais moi, pas pour le coup, la combien couverture coûte- du tome 5, je la trouve splendide. Ouais, Voilà. mais c'est un cover artiste de la mort. Je sais plus. Melchioni, un truc comme ça. Juste, j'ai oublié, c'est lui qui fait les couvertures de Why the Last Man. Ça doit être écrit dans le bouquin. Voilà. Bon, 15 €, donc enfin 14,95 l'album. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut largement Franchement, ça le vaut largement le coup. Et là, je suis censé lancer un express, mais Express. mon jingle est pas prêt. Attention. Pas loin pour un bruitage à la bouche quand même. Ouais, mais moi j'ai pas les moteurs avec électrique. Ah, c'est ça. Moi je suis encore diesel, tu vois. C'est Audi avec le vent du vent.
Jérôme K. Jérôme Bloch, Aïna. Donc Jérôme K. Jérôme Bloch est ce détective parisien qui se balade en Solex, qui n'a pas son permis de conduire. Hop, quand il est pressé et qu'il pleut, il peut se balader en douche aussi. Oui, il peut, mais c'est en général, il fait conduire sa copine Babette, qui est hôtesse de l'air quand elle est là, parce que quand on est hôtesse de l'air, on est souvent pas là. Deux qui la tiennent et trois qui l'embêtent. Dans cet album, il se retrouve à devoir comprendre ce qui se passe à une jeune fille, Aïna, qui semble s'être échappée et poursuivie et qui va rencontrer qui va rencontrer le pote, le curé du coin, quoi, qui est un pote de Jérôme, qui va essayer de la protéger. Et il se retrouve avec une histoire, d'ambassade, avec tout un problème diplomatique au milieu, car cette jeune fille, apparemment, il y a une sorte de contrat d'histoire de gamin, de femme enceinte, enfin un truc un peu louche. Bref, Jérôme se retrouve au milieu de tout ça et va essayer de protéger cette jeune femme autant que possible. Et il sera pour cela confronté à un homme de main un peu violent, à une jeune femme perdue qui ne parle pas sa langue et à des diplomates un petit peu obtus. On est dans du classique Jérôme K. Jérôme Bloch. Pourquoi est-ce que je continue à lire Jérôme Bloch ? Parce que le personnage est attachant, c'est sympa. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi bien fait, mais ça commence un petit peu à tourner en rond, entre guillemets, parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose qui fasse un peu évoluer le personnage et évoluer l'intrigue, ce qui est un peu dommage, parce qu'on est quand même au 25e tome. Et il serait temps. Même si ça reste très bien, j'aimerais que ça aille plus loin. Thio, tu me rejoins là-dessus ? Ouais, j'ai lu le Jérôme K. Je suis pas... Je trouve que la magie est un peu partie, c'est un peu trop, c'est un peu répétitif. Et puis honnêtement, sur ce tome-là, j'ai l'impression que il a servi à rien lui en fait finalement. Si, c'est censé être le héros, mais c'est un peu, c'est comme si ça avait été un Lucky Luke et que c'est Rantanplan qui résout tous les énigmes. C'est toujours un petit anti-héros, il est toujours plus témoin qu'acteur, mais là il agit quand même. Bref, non, parce que j'aimerais, je sais pas, c'est qu'il fasse un tome où en fait ce soit Babette qui fasse tout le travail, tu vois, ou un truc dans le genre, ce serait rigolo. Lazarus, le tome 4 de Ruka, Lark et Arcas, toujours chez Glénat Comics. Tome 4 qui s'appelle Poison. Donc on suit toujours l'histoire de Forever, le Lazare de la famille Carlyle. La famille Carlyle qui commence à être un petit peu en difficulté. Le père et le patriarche est malade, infecté par un truc... on ne sait pas trop ce que c'est, on recherche le traitement. Forever est envoyé pour essayer de regagner du territoire face à une autre famille, je ne sais plus laquelle, mais dans une mission pseudo-suicide, on va dire, avec des troupes de la famille Carlyle qui sont... C'est le Dr. Hawk, je crois, là où chez qui il doit aller. Peut-être, je ne sais plus. Après, voilà, je ne sais plus qui combattent. Et... gros fight, des révélations un petit peu sur la jeunesse de Forever et sur ce qu'elle va devenir. Quelques surprises aussi, il y a un truc auquel on ne s'attend pas du tout. Ouais, ça m'a laissé assez dubitatif. Ouais. Parce que j'ai... Voilà, je vais juste... On va pas spoiler parce que c'est tellement... Voilà, je reste dubitatif et j'attends la suite. Mais voilà, clairement, je ne me lasse pas. La série est toujours aussi intéressante, je me régale toujours à la lire. Graphiquement, c'est péchu, c'est sanguinolent aussi parfois, mais bon, ça donne bien envie quand même. Oui, toujours une série de qualité qui en plus nous abreuve de révélations régulières. Ouais. Voilà, à suivre. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de secrets en fait dans Lazarus au départ. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit un peu comment ça fonctionne, le Dr. Rock, avec les mecs qui sont tous dans sa religion à se droguer parce qu'il faut suivre les règles et prendre les médicaments du Dr. Rock. Enfin, c'est... régulière. Ouais. Non, franchement, très bonne série. Et bien voilà les amis, nous avons fini cette émission. La 139e. Nous allons pouvoir aller dormir. Vous allez pouvoir aller conduire. Bon, moi j'en ai que pour 5 minutes. Moi aussi, mais plusieurs fois 5 minutes. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Donc, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur tipeee.com/La Voix des Bulles. S'il vous plaît, on a faim, s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser un petit peu... C'est pas qu'on a faim, c'est surtout comme ça, on n'aura plus à lire du Mask and Noise. Quoi.
On sera enfin libre, plus de SP, et du coup, même vous savez quoi, si on a assez de budget, même vous pourrez nous forcer à lire des choses. Peut-être du Mascot Noise. Peut-être du Mascot Noise. Mais du coup, ça c'est la mais punition. du coup, mais sauf que du coup, ce sera pas. Ça sera vous qui choisirez. Ce sera vous. Vous serez nos lecteurs. Oui, on vous donne le pouvoir. C'est une des possibilités. C'est à partir du moment où vous nous donnez des sous, vous pourrez voter pour une BD. Et si en plus vous en donnez beaucoup, vous pourrez choisir. Beaucoup, tout est relatif. Vous pourrez même gagner des bandes dessinées, vous pourrez même nous imposer un thème entier pour une émission, du style, tiens, parlez-moi du shoujo manga. Et là, on vous maudira sur 25 générations quand même. Et on fera une émission spéciale shoujo. Et peut-être même, vous savez quoi, pour l'occasion, on ressortira Matt Manga. On fera appel à des spécialistes. du warp internet, oui. On fera appel à des spécialistes. Bref, voilà, si vous voulez nous donner un coup de main, c'est la meilleure technique. Il y a aussi la technique de cliquer sur les images pour ensuite aller acheter des trucs très chers sur Amazon parce qu'on a des liens affiliés. Mais si vous préférez, si vous pouvez, donner quand même plutôt vos sous à votre petit libraire de quartier, car les libraires de quartier sont gentils, on les aime. Je crois que c'est tout. Nous allons pouvoir nous arrêter là. Sur ce, je suis censé faire la technique et dire. Et on va vous dire donc de laisser des messages. J'ai envie de vous dire voilà, que ce serait bien d'avoir des petits messages, s'il vous plaît. De mettre des notes sur iTunes. Les notes sur iTunes, on s'en fout. Par contre, voilà, envoyez les commentaires, n'hésitez pas. Monsieur Totori, l'ère des cristaux, comment dire J'ai lu le tome 2 et 3, on les a communiqués d'ailleurs. À un moment donné, c'est bien d'oublier, quoi. Bon, on l'a fait, c'est fait, voilà. On ne le fera plus. La semaine prochaine, on met en ligne notre prochaine splash page où nous recevons Yann Valéani et Nicolas Jean pour nous parler de Rock'n'Stone. On vous parlera aussi de Pepper and Carrot, la polémique qui a eu autour, qui est très attendue, des couvertures de bande dessinée, et Isaac nous fera même une chronique qui ne sera pas du courrier des lecteurs. Il va nous parler d'un auteur, David B. Merci à vous de nous écouter et on vous dit donc à la semaine prochaine et à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Bye, bye.